Salut, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va reparler un petit peu camouflage. Donc ça sera la suite logique de la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur les bases du camouflage, où on voyait aussi bien un petit peu les techniques, les logiques, l'utilisation de différents patterns, etc. Donc personnellement je suis un passionné de camouflage. Vous me voyez souvent en vidéo avec différents motifs, différents treillis. J'adore voir ce qui se cache derrière chaque tenue, derrière chaque motif, aussi bien sur le plan technique que sur le plan historique, voir un petit peu comment un motif s'accorde au mieux dans la nature, selon le milieu, selon la saison, etc. Enfin moi c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant, mais après chacun ses délires. Donc ce sera une vidéo de présentation de différentes tenues, différents motifs. J'en ai amené une petite sélection. Donc c'est une vidéo qui je pense intéressera pas mal les chasseurs, les airsofters, toutes les personnes qui utilisent un petit peu des camouflages, un petit peu les personnes de l'univers aussi tactique, paramilitaire, ou bien des photographes animaliers aussi par exemple. Salut Nico. Donc à chaque fois je vais vous présenter donc différentes tenues, différents motifs. La présentation risque d'être un petit peu décousue, sans mauvais jeu de mots. Mais du coup chaque camouflage sera l'occasion un petit peu de parler technique, parler utilisation. Voilà, tout de suite. Du coup on va commencer tout de suite par parler de ce que j'appelle moi les Big Four, pour une petite référence musicale. Vraiment les grands classiques de camouflage européen, ou en tout cas de l'hémisphère nord, les camouflages qu'on voit le plus souvent, les camouflages les plus utilisés, et on peut dire parmi les plus efficaces. Donc tout d'abord bien sûr notre CCE français, le camouflage Centre-Europe, donc qui date à peu près de l'époque de la fin du service militaire au début de la professionnalisation. C'est vraiment notre premier motif de camouflage et qu'on utilise encore aujourd'hui. Encore un sujet sur lequel on a vraiment été en retard, enfin, comme beaucoup de choses. Ce que j'appelle les Big Four, vraiment les quatre grands camouflages, sont bien sûr donc notre CCE, qui est clairement inspiré du Woodland états-unien, qui date en gros des années 80. Le Woodland que j'intégrerai aussi donc dans les quatre plus grands. Le Woodland ultra dérivé, utilisé dans le monde entier, utilisé bien sûr beaucoup dans le civil. Dès qu'on pense camouflage, tout de suite on va penser au Woodland. C'est au Woodland que les gens vont penser, c'est vraiment un grand classique, le Woodland de l'US Army. Et donc du Woodland dont on s'est beaucoup inspiré pour créer ce CCE. Technologiquement, le CCE, c'est tout simplement un assemblage de 4 grandes couleurs qui forment donc de grandes taches. Tout simplement un vert kaki, un sable, un noir et un brun. Donc vraiment les 4 couleurs de base aussi quand on pense camouflage. Donc sur le CCE, on voit cet assemblage des couleurs en ligne horizontale, dans le but d'un petit peu briser la silhouette d'un individu qui est donc vertical. Donc on a un motif qui est composé de taches beaucoup plus grandes que les taches qui étaient présentes par exemple sur le Woodland, ce qui a malheureusement pour effet d'augmenter la distance à laquelle il est vraiment efficace. C'est ce qu'on appelle un camouflage en macro pattern, où on a donc des motifs assez importants. Du coup c'est vraiment efficace de loin, c'est efficace pour les reconnaissances aériennes, etc. On va vraiment pouvoir se fondre dans la végétation, mais étant donné qu'on utilise des gros motifs, ça augmente le contraste et à courte distance, on va pouvoir être facilement repéré. Donc en gros, va falloir essayer de rester à une distance raisonnable pour être vraiment discret avec ce camouflage-là. Donc encore une fois, problème de son, désolé, je vais devoir continuer un peu plus proche du micro, j'espère que le son va aller quand même. Alors l'autre astuce aussi avec notre CCE, ça va être d'adapter en gros la tenue en fonction de son état à la saison. Ce que j'entends par là, c'est que en vieillissant, à force d'être lavé, à force d'être utilisé, notre CCE français se déteint un petit peu, les couleurs vont être moins vives. Et donc ce qu'on peut faire, étant donné qu'il va être plus terne, que les couleurs vont être un peu plus claires, ça va être d'utiliser les tenues les plus fatiguées, par exemple l'hiver. Étant donné qu'il y a moins de végétation, ça va un petit peu mieux passer, il va mieux s'accorder à cette saison-là. Ou à l'inverse, par exemple l'été, si vraiment toute la végétation est brûlée par le soleil, etc. Là on va avoir une tenue un petit peu plus claire qui de loin va mieux s'accorder. Et comme ça on va pouvoir garder les tenues, plus foncées, vraiment bien neuves, on va dire printemps-automne, où soit il y a beaucoup d'humidité, soit la végétation est vraiment verte. Donc voilà, on peut jouer un petit peu là-dessus. Petite astuce en passant. Les camouflages que je placerai dans cette catégorie, des camouflages vraiment les plus utilisés et les plus adaptés entre guillemets à notre Europe de l'Ouest, donc sous un climat tempéré et utilisable le plus gros de l'année. On a donc notre CCE français, le Woodland états-unien et bien sûr le DPM anglais, vraiment une référence depuis des années et des années, et le Flecktarn allemand, héritier des technologies à point
de la Seconde Guerre mondiale, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc ces quatre-là, Woodland, CCE, DPM et Flecktarn, sont vraiment les grands classiques qu'on va pouvoir trouver très facilement, qui sont très efficaces donc, dans nos forêts tempérées d'Europe. Donc là on a un exemple de Woodland commercial, de copie commerciale. Donc là dans une version très marron, donc très adaptée, on va dire à l'automne par exemple, automne-hiver. Donc on retrouve bien les formes du Woodland, hein, les taches, le camouflage militaire classique, entre guillemets, vraiment le motif qu'on connaît le plus. Ces petites taches arrondies qui essayent de copier un petit peu les ombres, la nature, etc. Donc du coup parler du CE me permet de faire le lien avec le daguet, qui est donc pour faire simple, la version désert du CCE. Réduit à 3 couleurs. On l'appelle familièrement camouflage daguet, simplement parce qu'il a été utilisé la première fois au cours de l'opération Daguet, c'est-à-dire pour la guerre du Golfe. Donc on a toujours l'utilisation de macro patterns, c'est-à-dire de grandes taches, toujours cette composition de taches horizontalement pour casser la forme verticale. Et donc le daguet qui est composé de 3 couleurs, le sable qui forme vraiment la base du tissu, donc le sable adapté pour les climats désertiques, ce brun, ce marron qui va vraiment faire le contraste entre les deux couleurs, et ce tan qui va faire la jonction entre les deux, créer un petit peu d'ombrage, etc. C'est intéressant de parler un petit peu de ce tan là. C'est pas n'importe quel tan, c'est vraiment un tan français, vraiment représentatif. Apparemment on a dépensé beaucoup d'argent pour avoir notre tan français, c'est pas n'importe quelle nuance. Vous pourrez vous en rendre compte si vous le comparez à différents équipements civils ou militaires, on va dire de couleur tan, couleur coyote, etc. Là on a un tan qui tire vraiment sur le marron clair, qui tire un petit peu sur le grisâtre. Vous voyez, si on le compare avec des sacs militaires français, des sacs réglementaires, vous voyez qu'on a vraiment cette teinte très particulière qui se différencie beaucoup des tans étrangers. Donc est-ce que c'était pertinent de dépenser beaucoup d'argent pour développer cette nuance particulière et créer du textile et pour pouvoir ensuite créer de la bagagerie et du matériel dans cette teinte particulière plutôt que d'adopter un tan standard de l'OTAN, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est une petite anecdote intéressante à voir. On a vraiment notre teinte particulière qui est en plus ultra polyvalente, qui convient vraiment dans tous les milieux, toutes les saisons. Le tan est vraiment intéressant. Du coup, après avoir parlé des grands classiques, après avoir parlé un petit peu macro pattern, on va pouvoir s'intéresser un petit peu à ce qu'on appelle du micro pattern, tout simplement dans le but de réduire la distance à laquelle le camouflage est efficace. Il arrive donc qu'on conçoive des motifs avec de très petits éléments. Donc par exemple le Flecktarn est composé comme ça de petits points. Par exemple les camouflages digitaux, ce qu'on appelle digitaux, en fait plus les camouflages pixels. C'est important de bien différencier les deux. Les camouflages digitaux, donc créés par ordinateur, créés par informatique, ne sont pas forcément des camouflages pixels. Par exemple le Végetato italien. Le Végetato italien n'est pas pixelisé et pourtant c'est un camouflage digital. Donc voilà un exemple de camouflage pixel. Donc c'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce qu'il en existe énormément et ça vient de plus en plus couramment dans les armées. Donc là c'est le type 07 chinois, donc c'est un camouflage on va dire woodland assez printanier, enfin assez orienté nature, assez orienté printanier, mais vous voyez par rapport au fond, il n'est pas particulièrement là adapté à mon environnement. On a donc cette utilisation de pixels qui permet de créer à la fois des micro-patterns qui à courte distance vont former donc des petits points et qui d'un petit peu plus loin forment donc des macro-patterns, donc des grandes taches qui vont créer donc cet effet disruptif dans l'environnement. Donc bien casser la forme de l'objet qu'on cherche à casser. Donc c'est comme ça qu'on voit un peu l'utilisation de plus en plus des micro et des macro patterns. Donc là on a par exemple deux utilisations de motifs en micro pattern. Donc c'est des camouflages civils, hein. On voit donc la version brune, la version verte. Donc on voit que dans cet environnement un peu forestier, la version brune est ultra efficace. Et donc on voit sur ces motifs là aussi bien l'utilisation de grandes taches que l'utilisation de petits points. Ce qui permet aussi bien à grande et à courte distance d'avoir quelque chose d'à peu près efficace. Ce qui me permet donc de faire le lien avec tous les camouflages nouvelle génération qui sont dits multiterrains. Donc l'exemple le plus connu c'est celui que je porte là, donc le multicam de chez Crye Precision qu'on voit vraiment énormément partout de plus en plus, étant donné qu'il est utilisé par de plus en plus de corps d'armée mais également dans le civil ou par les sociétés de sécurité privée. Donc là en l'occurrence c'est pas un vrai multicam, c'est ce qu'on appelle un multicamo.
Tout simplement parce que c'est donc une copie d'une entreprise qui n'a pas payé la licence pour avoir le droit d'utiliser le terme de multicam. Donc bien souvent quand vous voyez des équipements qui s'appellent multicamo, on est sur ce type de produit qui ressemble énormément, mais qui pourtant ne sont pas donc un vrai multicam. Donc encore une fois, vous voyez le principe de fonctionnement. On a les petits éléments clairs et foncés qui forment donc le micro-pattern, qui vont être efficaces de près pour créer du relief, soit créer du reflet, soit créer des zones d'ombre. Et de loin, ces grandes taches un peu plus floues qui passent, qui passent d'une tâche à l'autre de façon à être efficaces de loin. Donc ça me permet donc de passer au MTP anglais, qui a donc été le mélange du multicam avec le DPM, l'ancien camouflage anglais qu'on a vu tout à l'heure, pour ce qui est des taches en fond en macro pattern. Vous n'allez pas forcément voir, c'est ces formes en coup de pinceau typiques du DPM, donc on a utilisé pour agencer les couleurs de fond du MTP. Donc l'intérêt de tous ces camos multiterrains, c'est que théoriquement ils vont créer une espèce d'illusion d'optique qui va faire ressortir à l'œil la couleur du camouflage qui va être le plus adapté au terrain. Donc le cerveau va comme ça essayer de faire fondre dans l'environnement au mieux le motif. Mais bon, le retour qu'on a par rapport à ces camouflages là qui sont tout de même assez clairs, donc aussi bien le MTP que le multicam et d'autres, étant donné qu'on est sur des teintes tout de même qui sont tout de même d'un ensemble assez clair, ces camouflages là vont quand même être beaucoup plus adaptés. Donc pour nous en Europe, vraiment la période estivale. Encore une fois, la végétation est un petit peu brûlée, on a un petit peu de verdure, mais voilà. Mais surtout bien sûr aux opérations au Moyen-Orient. Par exemple, l'armée anglaise donc, a utilisé ce camouflage en Afghanistan, parce qu'on avait aussi bien des zones désertiques que des zones un petit peu plus vertes, un petit peu plus boisées, etc. Donc voilà, c'est des camouflages qui sont adaptés beaucoup plus à ces zones-là avec peu de végétation, quand la végétation est vraiment cramée par le soleil, que par exemple de la savane, de la brousse, Moyen-Orient, etc. Mais en tout cas, ce sont donc des excellents motifs, vraiment efficaces. Alors après, ce qu'on cherche à faire avec les camouflages militaires, c'est d'avoir une tenue qui va s'adapter à le plus d'environnement possible. Ça réduit les coûts, ça limite le nombre de tenues, et ça permet donc de se déployer à peu près n'importe où. Donc en tout cas, voilà pour le MTP. Donc on va continuer sur les camouflages comme ça, nouvelle génération, très peu utilisés par des armées, mais pourtant ultra efficaces. Donc là par exemple, c'est du Kryptek, enfin en tout cas une copie de Kryptek. Et donc vous voyez qu'encore une fois, on a cette association entre les micro-patterns et les macro-patterns qui forment donc cet ensemble assez disruptif. Après bien sûr la particularité du Kryptek comme d'autres camouflages modernes comme le Pencoat ou encore le Atax qui lui est généré par ordinateur et utilise simplement un fondu pour se fondre dans l'environnement, c'est que on va éviter ce côté-là multiterrain comme le multicam qui au final est pas si polyvalent que ça, pour essayer de revenir sur des motifs vraiment adaptés à un milieu, un environnement, en proposant donc des versions tempérées, semi-tempérées, arides, semi-arides, des versions nordiques, des versions arctiques, etc. Donc voilà pour le Kryptek avec donc cette utilisation de formes qui rappelle un petit peu un filet, donc des toiles d'araignée, des nids d'abeilles, de la peau de serpent aussi beaucoup, enfin un petit peu beaucoup de formes et de motifs qu'on retrouve naturellement dans la nature. Donc on va refaire un petit retour dans le passé, on va s'attarder un petit peu sur le Splinter Tarnmunster. Donc c'est un camouflage qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui a donc été créé pour l'armée de l'air allemande. Donc on a une utilisation de macro patterns, avec donc comme ça des grands motifs, mais l'originalité est dans l'utilisation de formes géométriques. Ça a commencé un petit peu à apparaître à cette époque-là. L'utilisation comme ça de formes géométriques pour créer les macro-patterns a continué à être utilisée encore aujourd'hui. Par exemple avec le camouflage suédois M90. Et en fait l'utilisation de formes géométriques comme ça est plutôt efficace, parce que ça casse donc plutôt bien les formes arrondies humaines. Et donc couplé à ces tâches un petit peu géométriques, on a donc ces stries qui elles créent un petit peu d'ombrage à certaines distances et donc créer un petit peu plus de relief par-dessus le camouflage. Historiquement c'est assez intéressant donc, puisque ces petites stries qui rappellent un petit peu la pluie ont continué à être utilisées ensuite après la Seconde Guerre mondiale du côté de l'Allemagne de l'Est. Beaucoup d'équipements étaient camouflés uniquement avec donc cette zone là, vous voyez cette couleur là, cette couleur tan recouverte de ces dessins de gouttes de pluie. Ça me permet de vous parler un petit peu de l'impact qu'ont eu les recherches allemandes sur le sujet du camouflage et les développements qui ont été faits par l'Allemagne, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a pu voir comme ça le développement de ce qu'on a appelé les camouflages nazis.
Donc de fait ce sont des tenues qui aussi bien d'époque que de reproduction sont très rares, très chères, très compliquées à avoir, mais qui surtout sont importables à cause de la symbolique bien évidemment. Et pourtant ce sont des camouflages très efficaces qui ont inspiré beaucoup de motifs après la guerre. Les Russes encore aujourd'hui produisent et utilisent ce qu'ils ont appelé donc le camouflage partisan, qui est en fait l'un des camouflages SS les plus développés, les plus efficaces. Le camouflage à pois est encore utilisé sous la forme du Flecktarn pour l'armée allemande, comme on l'a vu tout à l'heure. On a des camouflages vraiment ultra efficaces, avec souvent des pièces de tenue qui sont réversibles, donc adaptables à l'été et à l'hiver. Et ce sont donc des motifs de camouflage qui sont particulièrement adaptés à l'Europe, et en tout cas impressionnant d'efficacité. Alors petit aparté du coup aussi en même temps pour les camouflages russes, donc j'en ai pas à vous proposer ici, mais effectivement les camouflages russes sont ultra développés. Ils ont créé énormément de motifs différents en fait, aussi bien du pixel que des motifs à taches, que des motifs bariolés, etc. etc. Mais aussi beaucoup de copies de camouflages du monde entier, des camouflages américains, les camouflages nazis, etc. Donc il y a pas mal de choses à prendre du côté russe, donc pour la question du camouflage, il y a pas mal de choses à voir. Du coup on va terminer cette vidéo un petit peu par la thématique des camouflages civils, des camouflages on va dire de chasse. Ils sont en fait très intéressants, parce que la particularité de la chasse c'est que ça se passe dans des endroits précis, dans des milieux précis, et à des saisons bien particulières. Ce qui a donc créé un besoin de développement de camouflage vraiment ultra spécialisé. Donc on perd un petit peu le côté polyvalence, multisaison, multiterrain qu'on va pouvoir retrouver dans le camouflage militaire, mais le camouflage civil et camouflage de chasse sont souvent hyper efficaces quand on est dans la bonne saison et dans le bon milieu. Donc on va voir ça, vous allez voir, ils sont vraiment impressionnants. Surtout qu'on va rester donc sur les camouflages 2D, hein, sur les tenues. J'apporte même pas la question des ghillie suits, des camouflages 3D avec des feuilles synthétiques, avec du lierre, etc. Là c'est encore un autre sujet. Du coup on va commencer par l'un des plus connus. C'est vraiment, quand on pense camouflage de chasse, on va vraiment penser à celui-là. Donc classique, énormément de marques, énormément d'entreprises vont proposer ce type de motif. Donc une impression réaliste, presque une photographie d'un environnement, donc après généré et composé par ordinateur. Donc là on voit qu'on est sur de la forêt en automne, on a des feuilles de chêne, on a des branches de résineux, différents bois, branches de bouleau, etc. Donc on est vraiment dans nos forêts tempérées sur la période automnale. On a cet ensemble très gris qui va pouvoir donc parfaitement s'adapter aux branches, aux feuilles mortes, etc. On a cette composition donc d'impressions réalistes au premier plan qui viennent recouvrir un fond très flou, qui va donc créer en plus cet effet de relief pour parfaitement se fondre dans la forêt, dans l'environnement. Donc c'est des camouflages qui marchent très bien du coup sur les animaux, mais sur les humains aussi. Donc évidemment problématique, si on n'est pas l'automne, si on n'est pas dans une forêt, tout de suite le camouflage marche beaucoup moins bien. Mais encore une fois, quand on est au bon moment, c'est impressionnant d'efficacité. Autre milieu radicalement différent, là on est sur du Mossy Oak Blade. Alors comme vous le voyez, on est sur un camouflage adapté aux zones humides, qui est donc prévu pour la chasse en zone humide, hein, donc encore une fois vraiment pour un usage très particulier, et qui donc représente toujours avec cette impression ultra réaliste tout simplement des grandes herbes, les herbes séchées, des marécages, des marais, etc. Mais du coup c'est un motif qui peut être très intéressant parce que étant donné la couleur générale justement très claire, très marron, on a des zones d'ombre, on a des zones éclairées, encore un petit peu de verdure parce que sur donc l'image des herbes sont encore un petit peu vertes par endroits. On a au final un camouflage qui va pouvoir s'adapter à plein d'autres environnements qui ressemblent un petit peu à cette végétation un petit peu brûlée par le soleil, donc par exemple pour la période estivale, dans des herbes hautes. On a quelque chose de très intéressant. Ça c'est un motif que vraiment j'adore. Parce qu'en plus d'être assez rare, il est assez pertinent dans beaucoup d'environnements finalement. Un peu particulier quand on ne le connaît pas, mais très sympa. Donc après on n'est pas obligé d'aller non plus systématiquement dans des camouflages réalistes, dans des impressions de la nature. On a ce motif là qui est donc le Highland Brown, ou le Island marron, enfin je sais pas si dans son nom Highland se réfère au pays, l'Islande, ou si ça se réfère tout simplement à une île. Le Highland de chez Soloniac, donc là la version brown qu'on a vu tout à l'heure, aussi la version verte que vous avez vue. Utilisation de micro-patterns, en fait on se rapproche plus à une composition militaire par exemple nordique. Ça me rappelle un petit peu les camouflages danois ou le Flecktarn, ou même le camouflage suisse par exemple. L'utilisation comme ça de points plus ou moins grands, des formes assez rondes. On revient un peu sur des camouflages militaires en fait. Grands et petits éléments, différentes couleurs.
Donc un motif en fait très intéressant, plutôt efficace, qui va faire le boulot par exemple en automne, en été, en hiver, dans les feuilles mortes, dans nos forêts en fait il passe plutôt bien. Alors, autre camouflage de chasse très original que vous avez peut-être déjà vu, donc c'est le Solognac furtive, qui rappelle un petit peu dans sa composition le Cryptek qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'on a cette composition très naturelle qui rappelle un petit peu le veinage de feuilles, de la toile d'araignée encore, un petit peu toute cette composition là en filet, beaucoup de jeux d'ombre, pas mal de lumière et des zones éclairées. En fait c'est un camouflage qui est très intéressant parce qu'il intègre beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs, on voit vraiment des zones éclairées. Là c'est pas la lumière qui éclaire le camouflage, il est vraiment clair comme ça cet endroit. On a du marron très très foncé, c'est pas du noir. Parce qu'il faut savoir, parce que donc bien sûr le noir n'existe pas dans la nature, c'est l'ombrage qui va créer donc ces zones sombres. Mais on part toujours de marron ou de vert, etc. qu'on croit voir noir. Le camouflage crée beaucoup de relief justement par cette utilisation du flou, cette utilisation de l'ombre et de la lumière et des différentes couleurs. Donc on a un camouflage qui est vraiment impressionnant, qui est lui aussi impressionnant d'efficacité dans des zones très denses, qu'on soit printemps, été ou automne. On a quelque chose qui va vraiment s'adapter parce qu'il crée cette illusion d'optique là, comme on a vu avec le multicam ou comme on a vu avec le Cryptek. On utilise du flou, on utilise des illusions d'optique pour justement que le motif s'intègre au mieux dans l'environnement. Donc le furtive exceptionnel. Donc on reste un petit peu là sur de l'imagerie, mais on vient un petit peu dans le domaine de l'accessoire. Donc ça c'est une capeline, c'est pas un poncho, c'est pas du tout imperméable, c'est utilisable seulement pour du camouflage. Et on a donc aussi bien camouflage du personnel que camouflage d'objets. On va aussi pouvoir l'agrafer pour par exemple pour se camoufler derrière. Surtout qu'on voit à travers, étant donné qu'on est sur une maille très très fine. Et vous voyez qu'on a donc cette impression réaliste d'un environnement particulier. Donc encore une fois c'est vraiment la problématique, il va vraiment falloir s'adapter à un environnement précis, à une saison précise. On voit des branches, on voit des troncs, quelques feuilles commencent à arriver, on a l'utilisation du flou. Vous voyez, pour former l'arrière-plan et donc former cet effet de relief. On est sur des teintes très grises, très marron, avec un tout petit peu de verdure. On a donc ces arbres qu'on voit, donc apparemment ce serait du chêne. On ne sait pas trop si c'est du chêne commun, du chêne vert ou du chêne rouge, il y a différentes feuilles. Mais étant donné qu'on est là sur quelque chose d'ultra spécialisé, il ne va pas forcément être adapté à tous les environnements et à toutes les saisons. Parce qu'étant donné qu'on est très gris, très marron, avec finalement très peu de verdure, là par exemple dans cet environnement feuillu et dans cet environnement printanier, ce camo là qui fait très automne et très mauvais temps, qui est donc assez sombre et brun, assez gris, comme si on avait très peu de lumière, très peu de soleil, sera donc beaucoup plus efficace dans une forêt de feuillus, une forêt de feuillus en automne. Ou alors au printemps, un jour de mauvais temps, les feuilles commencent à revenir. Beaucoup de branches, beaucoup de bois mort, mais les feuilles commencent à revenir. Donc très intéressant aussi. Donc on n'est pas sur le camouflage le plus efficace du monde, mais à la bonne saison, il fait vraiment le boulot. Camouflage très pratique, il peut être utilisé pour camoufler par exemple du matériel ou créer donc, un champ d'observation. Pour simplement un accessoire qui prend très peu de place comme le ferait un poncho. Donc voilà pour cette vidéo sur le monde merveilleux du camouflage. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc évidemment j'ai pas pu aborder tous les motifs, toutes les technologies de camouflage qui existent. Il y en a beaucoup trop, il y en a dans le monde entier, il y a différentes époques, etc. C'est un vrai bordel. Je vous ai juste montré une petite partie de ce que j'ai et de ce que j'utilise. Mais bien sûr, encore une fois, comme déjà dit dans ma vidéo précédente sur le camouflage, bien souvent des vêtements unis, simplement adaptés à l'environnement, avec des couleurs neutres et unies, sont tout aussi efficaces qu'un camouflage qui en plus est connoté. Des vêtements unis avec du tan, du marron, du coyote, du kaki, du sable, enfin énormément de couleurs comme ça sont parfois beaucoup plus adaptés pour peu qu'on fasse un panachage. Le camouflage passe avant tout par la discrétion, par l'absence de mouvement et de bruit. Les couleurs et les motifs ne font pas tout et voilà. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo là sur le camouflage si vous ne l'aviez pas encore vue, je vous la mets par ici. Quant à nous, si vous avez des questions, comme d'habitude n'hésitez pas. Si vous voulez rajouter des choses sur les camouflages, si vous avez des idées supplémentaires, des motifs que vous aimez, n'hésitez pas à les partager en dessous dans les commentaires. Comme d'hab, les liens en description pour se retrouver sur Facebook, sur BitChute, sur la chaîne secondaire, par mail si vous voulez m'envoyer des choses en privé. Sur ce, prenez soin de vous, vivons heureux, vivons cachés et à très bientôt sur la chaîne. Salut!